Bonne et heureuse année 2026 na bino banso bayeto katisi elongo na mbulu ya sika ya 2026 na ngolu ya Nzambe. Bienvenue à ce nouveau numéro, le tout premier pour l'année 2026. Tribune libre, bino balandi ya programme à canal numérique télévision bisika inso bozali ko capter biso uto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. C'est vrai que bozala ki belé ya ko sala biso ba remarque à travers nos différentes productions. Talatina nini to rappeler moko ya baye to yambaki na mbula 2025 pona makambo ebele ya Ntombo Congo en la personne de l'archevêque souverain fidèle Yedidia Kalakala yemei ako se présenter mbote wayo mpe meilleur vœu mbote paina yo papa François. Est-ce que se présenter na balandi ya Tribune libre via canal numérique télévision? Vraiment bonjour à tous ceux qui sont en train de suivre et qui aiment cette émission Tribune libre. Je suis l'archevêque souverain fidèle Yedidia Kalakala. Je suis le coordonnateur national et représentant légal de la méga plateforme religieuse coalition interconfessionnelle pour la nation, qui est l'une des trois grandes coalitions qui ont eu à travailler à la mise en œuvre de la feuille de route du dialogue inclusif ensemble avec la SENCO, le CC et la plateforme des confessions religieuses. Na émission ya suko to salaki na yo, c'est vrai que elukaki mama na ba réaction dans tous les sens à travers la toile. Ba critique eza ebele où ezali ko concerner accord ya Washington ba évêque membre ya Senko, les évêques catholiques bazo kanisa que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a teki Congo pour 99 ans en livrant ba minéraux ya mboka pona kimia oyo bazali koloba kezali entre guillemets hypothétique oyo ezo risqué mono noté yo le bini na likambulina. Matondo mingi question oyo ezali très pertinent. Je pense que les positions qui sont affichées par les évêques membres de la SENCO, ezali eza position moko ezali ko engager bango personnellement na habité sur base de quelles informations ou bango bazanango bazali ko s'appuyer pour que pesa position wana. Mais nous, la coalition interconfessionnelle pour la nation, nous ne partageons pas ce point de vue, parce que nous pensons que le chef de l'État ainsi que le gouvernement, en s'engageant dans cet accord avec cet accord de Washington qui implique à la fois la RDC, le Rwanda et les États-Unis, nous pensons que notre pays s'est engagé dans un principe de partenariat gagnant-gagnant, particulièrement pas un partenariat gagnant-gagnant avec le Rwanda, mais plus un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis. Aujourd'hui, la question de l'insécurité et de l'instabilité de l'Est est une question pertinente, et je pense que le chef de l'État en avait fait une priorité, même lors de sa première campagne, même lors de sa deuxième campagne présidentielle. Il a souvent parlé de cette question, et son plus grand désir, je pense, est que avant qu'il ne puisse finir son mandat, qu'il puisse régler cette question. Et je pense que pour régler cette question, il faut agir avec les moyens que nous avons. Nous avons entre nos mains des grandes richesses qui sont
qui font l'objet de convoitises de plusieurs grandes superpuissances. Alors, il est normal que nous puissions faire un deal, pour moi, en tout cas, en notre humble avis, ça c'est l'avis de la CIN, que nous fassons un deal avec les États-Unis où les États-Unis viendraient directement s'approvisionner en ce qui concerne toutes ces matières précieuses qui font l'objet de toutes les convoitises, et que nous, de notre côté, nous sommes en train de gagner la sécurisation et la stabilisation de la zone de l'Est. Parce que si aujourd'hui les États-Unis s'engagent dans cette coopération économique et que les entreprises américaines venaient à s'installer pour faire l'extraction de manière officielle, de manière légale dans ce secteur-là, en tout cas, je ne pense pas que les États-Unis laisseront les groupes armés continuer à se multiplier, parce que ce sera à l'encontre de leur propre politique économique, ce sera à leur propre désavantage. Donc c'est la RDC qui gagne. Donc maintenant, parler que c'est un contrat qui a été fait pendant 99 ans, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu des textes qui ont été signés par le gouvernement qui engagent le pays dans ce genre de trucs. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'est une position qui les engage eux, mais pour nous la CIN, nous pensons que cet accord de Washington est un accord qui est bénéfique pour notre pays, parce qu'il peut apporter une véritable stabilité sécuritaire au niveau de la région de l'Est qui, je vous rappelle, a souffert de cette exploitation illicite, de cette agression depuis des décennies. Et la base de ces agressions, c'est les richesses, c'est l'exploitation minière. Alors si si nous pouvons arrêter l'exploitation minière illicite pour autoriser une exploitation officielle qui va apporter sécurité et développement économique de toute la région, en commençant par l'Est, je ne vois pas là où il y a vraiment un problème. Donc c'est comme ça que la CIN voit les choses. Qui vivra verra. Archevêque souverain fidèle Yedidia Kalakala, coordonnateur de la coalition interconfessionnelle pour la nation, na qualité il y a médiateur. Est-ce que vous avez aussi cet avis que d'aucuns est en train de penser que les pères de l'Église catholique donnent comme impression de soutenir les M23 et les Rwandais tellement qu'ils ne parviennent pas à ressortir les méfaits des rebelles rwandais? Je ne voudrais pas parler ici au nom des pères de l'Église catholique. Je pense qu'ils sont mieux placés eux-mêmes pour se justifier par rapport à ce point. Mais je vais ici insister sur deux faits. C'est vrai que certains disent qu'ils ne s'expriment pas assez sur... Clairement. Voilà, clairement, comme vous le dites, sur la question de l'agression rwandaise et sur les différentes agressions qui viennent de se faire, entre autres celle de Uvira. Mais je pense que lors de la lecture de la feuille de route, la personne d'ailleurs qui avait lu cette feuille de route, qui avait lancé cette lecture de feuille de route, c'est Monseigneur Chollet, qui est le secrétaire de la SENCO. Donc il a dans cette lecture, si vous rappelez, ensemble, toutes les confessions réunies, nous avons décrié la responsabilité, nous avons mis en évidence la responsabilité de l'agression rwandaise et dans notre pays. Et c'est d'ailleurs Monseigneur Chollet qui avait eu à le lire. Maintenant, pourquoi ils ne s'expriment pas sur les questions pertinentes de l'heure, ça c'est vraiment une question à leur poser. Mais nous, la CIN, nous pensons réellement que le M23 est appuyé par le Rwanda. C'est dit par plus d'un.
Voilà. Donc, à travers le monde. Voilà. Donc nous le pensons réellement parce que ce ne sont pas des faits anodins qui ont été dites, c'est documenté par le Conseil de sécurité de l'ONU, par la MONUSCO, par diverses organisations dans le monde. Et plusieurs parlements européens et dans d'autres pays sont en train de le répéter. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une histoire à cacher. Et nous le voyons même dans les actes même qui sont en train de se faire. Parce que voir le Rwanda marcher ensemble avec le M23, et donc ça prouve que c'est vraiment un pays qui agresse notre pays, et tout Congolais qui est épris de patriotisme, tout Congolais qui aime sa nation et qui désire vraiment comment je peux dire, la souveraineté de sa nation, doit être en mesure de déclarer cela. Mais bon, je ne sais pas, peut-être que quand les prêtres de la SENCO sont engagés dans cette politique de médiation, et peut-être que dans cette politique de médiation, parfois il faut aller doucement avec les choses pour converger à un point de jonction qui permettrait à ce que la paix puisse arriver avec tous les acteurs. Je prends votre mot, Uvira est tombé. Juste quelques jours après l'enterrement, il y a accord, il y a Washington. Vraiment, quelle lecture vous allez de cet acte pendant que le monde entier condamne l'implication rwandaise dans ces attaques, surtout avec la résolution 2773, mais aussi 2808? Je pense que le Congo est un pays béni par Dieu, et tous les pays, toutes les nations ont un programme prophétique avec Dieu, et Dieu marche avec les nations. Et je pense que ce qui se passe à l'Est, aujourd'hui, c'est vraiment Dieu qui est en train de conduire les choses de sorte à mener une lumière qui va mettre à nu le Rwanda. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est incompréhensible que vous venez de signer un accord qui vous engage d'une certaine manière, et puis après que vous décidiez de vous lancer dans une conquête expansionniste, toujours contre le même pays avec lequel vous venez de signer un accord de paix. Donc cela prouve en suffisance que vous êtes déterminé à faire du mal à cette nation. Donc pour moi, cet acte qui a été causé par l'attaque d'Uvira, et c'est une opportunité que Dieu a donnée à la RDC de montrer encore au monde entier que le Rwanda a réellement des intentions extrêmement néfastes contre la RDC, et qu'il faudrait que les nations se liguent, se mettent ensemble pour arrêter ces vellébilités, ces expansionnistes. Sinon, les gens continueront à mourir, sinon les gens continueront et les femmes seront continuellement violées, et d'une manière ou d'une autre, la RDC devra prendre des dispositions d'une autre dimension, et le conflit pourrait atteindre d'autres niveaux. Donc je pense que ce qui s'est passé à Uvira a mis à nu les intentions belliqueuses du Rwanda, et qui ne sont pas vraiment portées vers la paix. Voilà. La RDC devra prendre d'autres dispositions pour intervenir différemment, de sorte à ce que cette crise ne s'enlise. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que le dialogue inclusif devient un impératif à l'heure qu'il est? Ils ont raison ou ils ont tort? Oui, je pense que le dialogue est impératif. Il est impératif dans quel sens? Dans quel sens? Il est important que nous puissions comprendre l'essence de l'impératif de ce dialogue. Comme je l'ai dit dans l'émission qui est passée, les accords de Doha
ont traité la question. Ce sont des accords qui ont été taillés sur mesure pour traiter les questions de l'alliance AFC M23. De l'autre part, il y a les accords de Washington qui ont été aussi taillés sur mesure pour traiter la question de l'ingérence étrangère, en particulier la question du Rwanda. Mais le dialogue inclusif en lui-même est comment je peux dire, est une autre organisation de paix, une autre initiative de paix, à l'instar des accords de Washington, à l'instar des accords de Doha, qui est sollicité afin de traiter des questions, comme je l'ai dit, qui n'ont pas été traitées dans ces différents accords. Et ces problèmes sont principalement des problèmes internes au Congo. Des problèmes internes au Congo qui n'ont rien à voir peut-être avec les groupes armés, qui n'ont rien à voir peut-être avec le Rwanda, mais qui, si ces problèmes ne sont pas bien gérés, peuvent à la longue créer des crises qui ne serviraient pas les intérêts de l'intégrité nationale, qui ne servirait pas les intérêts de la souveraineté de notre pays, qui ne servirait pas l'intérêt de la cohésion et de l'unité nationale. Il est important dans la parole de Dieu, la Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. C'est-à-dire il prend des dispositions pour que ce mal ne l'atteigne pas. Et il y a dans notre pays des différentes sortes de crises, différentes sortes de problèmes qui doivent être réglés. Et certains problèmes ne se règlent que autour d'une table entre les fils d'un même pays, entre des personnes qui sont épris de patriotisme, d'amour pour leur nation. Et c'est comme ça qu'ils trouveront des solutions à ces problèmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, après l'accord de Doha, après l'accord de Washington, il est important qu'il y ait un dialogue dans notre pays, un dialogue qui va faire en sorte que certains problèmes qui n'ont pas été traités par ces deux accords puissent être vraiment traités. Alors, une frange des Congolais pense que ces dialogues-là inclusifs, sans Kabila, Kabange, Katumbi Moïse, Nanga Yobelu Corneille, ces dialogues-là n'aura pas son sens réel. Et cela n'est pas une manière de donner raison à ceux qui pensent que ça risque d'être une prime à la rébellion ou à la guerre. Je pense que la dernière fois quand j'ai parlé ici, j'ai soulevé cet aspect. Le dialogue n'est pas fait pour régler des problèmes entre des personnalités politiques. Le dialogue on est en train de le solliciter. Nous, en tout cas, la CIN, nous avons sollicité le dialogue, non pas pour régler des problèmes entre des personnalités politiques. Parce que s'il fallait régler des problèmes entre des personnalités politiques, il serait simple d'organiser une table ronde, peut-être en dehors de notre pays, pour que certaines personnes se sentent à l'aise et ces personnalités pourront se retrouver et se parler en face et puis régler leurs problèmes. Nous sommes en train de parler d'un dialogue inclusif qui n'a rien à voir avec les images des gens ni les identités des personnalités dans notre nation. Nous sommes en train de parler d'un dialogue qui concerne les Congolais. Et quand je parle des Congolais, je suis en train de parler du Congolais le plus connu au Congolais le moins connu du tout. Donc c'est une affaire qui concerne toutes les couches de notre population. Il faudrait que les politiques soient représentés. Il faudrait que la société civile, les confessions religieuses, les acteurs, les personnalités indépendantes, qu'ils soient représentés. Et si nous pouvons faire un dialogue comme ça, qu'il y ait tel ou qu'il n'y ait pas tel, moi je pense que à la fin, il faudrait qu'il y ait des résolutions qui engagent le Congo dans une voie de paix, dans une voie de relèvement, dans une voie de cohésion nationale et de sécurité. Mais si la présence de certaines personnalités pourrait pourrait être acté dans ce dialogue, c'est le Congo qui en sortirait toujours gagnant. Mais mon désir, en tout cas en tant que coordonnateur de la coalition, au nom de la coalition, nous pensons que le dialogue dont nous sommes en train de parler, ça doit être un dialogue qui ne se fait pas sur le format des images
et des personnalités, mais qui s'est fait autour de la nation, qui ne touche pas aux intérêts personnels des gens, mais qui touche plus aux intérêts forts de la nation. Voilà. Le dialogue qui pourra toucher aux intérêts forts de la nation, même pour des personnes ayant des dossiers judiciaires. Vous savez, en parlant de dossiers judiciaires, tout celui qui est condamné par la justice congolaise, par la justice congolaise doit subir, comment je peux dire, la rigueur de la loi, à moins qu'il ne puisse bénéficier de la grâce présidentielle. Donc, encore une fois, vous voyez que dans toutes ces choses, la loi est déjà claire dans tout ça. Les Congolais épris de paix désiraient avoir un étranger comme médiateur de ce dialogue. Qu'en dites-vous? Je ne pense pas que le Congo, après combien d'années déjà d'indépendance? 65 ans. Ah, vous voyez, un homme de 65 ans, c'est pas n'importe qui. Maintenant, là, 66 ans. Voilà, 66 ans. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais vraiment que l'opinion nationale, tant internationale, qui pourra nous suivre, puisse comprendre que le Congo a grandi, le Congo a tiré des grandes leçons de son histoire. En traversant 66 ans déjà. 66 ans, le Congo a vu des dialogues avec des médiateurs étrangers et aussi des médiateurs nationaux. Là, je pense que la conférence nationale elle-même était dans un format d'un dialogue vraiment souverain et qui a été conduit de main de maître par, le regretté Monseigneur Monsengo. Donc je pense qu'aujourd'hui le Congo est en mesure de produire des médiateurs nationaux qui ont la carrure nécessaire pour régler les questions de paix dans notre nation. Je pense qu'ils sont là. Ils sont là. Parmi les membres de la société civile, parmi les pères des confessions religieuses, il y en a. Parmi même des politiciens retraités, il peut y en avoir. Vous déjà, avec les propositions que vous avez faites, il faudrait que vous puissiez vous convenir, soit ça l'élection interne, ça la primaire, par exemple. Je l'avais dit la fois passée, que la direction de la médiation, en tout cas, du moment où elle concerne, en tout cas si elle va concerner les confessions religieuses, en tout cas les plateformes religieuses comme nous avons parlé, SCC, Senko, et puis plateforme des confessions religieuses, CIME, et puis la coalition interconfessionnelle, je pense que pour nous, en tant que serviteur de Dieu, d'abord, il n'y a pas de conflit, de leadership. Nous pensons que tel ou tel a la compétence pour être au-dessus. Et si il faudrait que nous puissions appuyer tel, tout en travaillant de manière collégiale, il n'y aura pas de problème. L'objectif principal est que la médiation puisse enfanter des résolutions de paix, pas de paix de maintenant, mais de paix pour les générations qui sont en train de venir. Il ne faudrait pas que nous puissions faire quelque chose en nous disant que nous sommes en train de construire pour 5 ans, que nous construisions pour 10 ans. Non. Nous avons besoin de construire pour 30 ans, construire pour 50 ans. Dans les grandes nations, vous savez, dans certaines grandes nations, ils ont comment je peux dire, ils mettent en place des structures qui réfléchissent sur ce que la nation pourra être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Au fur et à mesure que l'on avance. Quelles sont les crises
auxquels nous pourrons faire face et comment est-ce que déjà maintenant ils sont en train de réfléchir comment le contourner. Donc ce dialogue peut aussi être une opportunité pour régler les problèmes d'aujourd'hui, mais aussi se projeter sur les problèmes futurs. Et quelle que soit la composition de la médiation, de qui sera à la tête de la médiation, du moment où c'est un Congolais. Même vous convenir sur une formule rotative. Bon, nous en tout cas, pour nous la signe, que l'essentiel est que que celui qui va être à la tête, s'il faudra une personne, à moins que ce soit un collège, mais que ce soit un collège ou un individu, que ce soit des personnes qui soient premièrement des Congolais, deuxièmement des patriotes, vraiment des patriotes parce que la clé de ce dialogue est le patriotisme. La clé de ce dialogue est le patriotisme. Le patriotisme, c'est l'amour du Congo. Et moi, je le dis toujours, le Congo ne manque pas des gens intelligents. Le Congo ne manque pas des gens compétents. Mais le Congo manque beaucoup de personnes à beaucoup de postes qui sont réellement patriotes. Et quand vous placez quelqu'un qui est intelligent dans un poste qui nécessite le patriotisme, s'il n'en a pas, il devient l'ennemi de sa propre nation. Voilà. Archevêque souverain fidèle Idia Kalakala, coordonnateur de la coalition interconfessionnelle pour la nation congolaise. Si ce n'est pas un secret, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour atteindre la stabilité que ce Congo est en train de chercher depuis le père de l'indépendance? Je pense que pour restaurer, atteindre la stabilité, la première clé, c'est le patriotisme. Il faudrait qu'aujourd'hui, que nous puissions revoir le cursus de l'enseignement dans notre nation et que nous puissions en tout cas faire en sorte que le patriotisme soit enseigné du plus bas niveau au sommet. Parce que quand on forme des économistes, quand on forme des politiciens, quand on forme des ingénieurs, quelle que soit la formation, qu'il soit militaire, si il est formé dans cette fonction ou dans cette profession avec un esprit patriote, il travaillera premièrement pour les intérêts de sa nation. C'est ça. Je pense que la stabilité de notre pays commence par là. Si vous regardez le patriotisme, en fait, c'est être fier d'être congolais et être fier de défendre en fait sa nation. Être fier de tout faire pour que sa nation soit la plus belle du monde. Vous voyez, c'est un engagement qui doit être à la fois personnel et politique. C'est-à-dire, quand je dis personnel, c'est-à-dire que chaque Congolais doit se dire dans sa tête que Dieu a voulu que je sois Congolais, je dois être fier d'être Congolais. Mais politique, parce que ça doit être une vision politique pour tous les acteurs politiques de notre nation, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité au pouvoir, ils doivent tracer leur vision politique en s'appuyant sur le patriotisme. Et je pense que là où il y a le patriotisme, en tout cas les gens travailleront pour les intérêts de leur nation. Est-ce que vous trouvez qu'avec les avancées de nos forces armées de la République démocratique du Congo, ce dialogue inclusif est toujours un impératif? Comme je viens encore de vous le dire, un passage obligé. Suivez-moi, pardon. Le dialogue n'a rien, comment je peux dire, la faisabilité du dialogue n'altère pas ou ne dérange pas les avancées de nos forces. Voilà, parce que l'armée a un rôle, celui de veiller sur la souveraineté de l'intégrité de l'État. Donc quand l'État est menacé par
des groupes rebelles ou par des agresseurs, l'armée doit faire son rôle. Et le dialogue, lui, il est aussi en train de faire un autre rôle. Donc il n'y a pas de conflit entre les deux. Chacun est en train de faire son rôle. C'est comme dans le corps humain, ce n'est pas parce que le bras est levé que le pied ne va plus bouger. Donc le pied fait son rôle, le bras fait son rôle. Mais nous sommes fiers de notre armée. Chaque fois que nous entendons que l'armée, les FARDC ont récupéré un territoire, un espace de 1 centimètre carré de notre nation, nous tous qui sommes épris de patriotisme, nous sommes remplis de joie parce que nous nous rendons compte que l'armée est en train de faire son travail. Et nous ne sommes pas fiers quand l'armée recule, nous sommes fiers quand l'armée avance. Nouvelle meilleure à vous tous qui nous suivez à Poto et à Belém. C'est vrai que nous émettons depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous envoyer encore certaines sous-questions. Namoni Ebele, bazana a tendance à kozonge la mutuna yoko, parce que le baki yangwawa, que les dialogues inclusifs ou esengele salama, les oyande pour na résoudre makamboyo, le bela kité, ezala na Doha, ezala na Washington. Vous faites allusion à quoi concrètement? Il y a plusieurs aspects. Entre autres, je voudrais souligner quelques aspects. Prenons par exemple, dans notre pays, on ne peut pas se voiler la face. Il y a certaines crises qui sont liées carrément à l'impunité. Il y a des crises internes dans notre nation qui sont liées à l'impunité. Je l'ai dit la fois passée. Quand les gens entendent parler de détournement à gauche, détournement à droite, est-ce que vous vous posez la question, ce qui se passe dans le cœur du Congolais le plus petit, qui ne sait pas comment il va manger, qui manque de tout, qui ne sait pas comment il va, vous savez, mais il entend que quelqu'un a détourné $1 million, quelqu'un a détourné 10 millions, 100 millions, 300 millions, et cette personne-là n'a pas été inquiétée. Cette personne-là, non, mais je vous dis, quand la justice ne punit pas, ça c'est un problème. Et ces crises, ces genres de choses, l'impunité crée une frustration dans le cœur des gens. Je vais vous poser une question. Imaginez ce papa qui a vu son enfant envoyé à Kanyama KCC parce qu'il était Kuluna. Et il a peut-être volé, je ne sais pas, un téléphone, ou il a peut-être fait je ne sais pas quoi. Mais il entend que quelqu'un a détourné l'argent qui était destiné, par exemple, à faire des routes. Mais celui-là, il est plus criminel encore. Non, mais on ne l'a pas arrêté. Donc, donc, il est important que, vous savez, je veux vous dire une chose. Il est important que l'on se réfère parfois et souvent même à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, que chacun dise la vérité à son frère. Donc vous savez, si nous voulons sortir notre pays des problèmes, nous devons arriver à un point où nous devons accepter de nous dire la vérité en face. L'impunité est une cause de crise dans notre nation. Et ce genre de problèmes doivent être traités. Ça ne va pas être traité par les accords de Doha. Ça ne va pas être traité dans les accords de Washington. Ça va être traité dans notre pays. Au-delà de ça, je peux élever encore un autre point. Je prends l'aspect post-électoral. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de post-électoral. Le résultat des élections. Mais le passé ne s'efface pas. Il y a eu des choses qui se sont faites pendant les élections qui ont laissé des gens vraiment brisés. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui continuent à clamer leur innocence par rapport à leur invalidation. Ces genres de personnes-là, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut monter dans leur cœur. Aujourd'hui, il y en a peut-être qui ont rejoint l'alliance FC M23, mais il y en a peut-être qui sont restés dans leur cœur, se disant que la situation va changer. Si
parce que le Congo est un pays démocratique. Le Congo est engagé dans un cycle électoral continu. Il y aura certainement élection. Mais maintenant, quand on va arriver aux élections, est-ce qu'on viendra aux élections pour que nous puissions revivre les mêmes problèmes? Parce que si nous ne corrigeons pas, en nous appuyant sur ce qui s'est passé dans le passé, pour prendre de nouvelles options, pour prendre de nouvelles orientations, on va revivre les mêmes choses. Et le chaos ne pourra être qu'évident. Donc, je pense qu'il est important. Je ne viens que de donner 2 éléments de crise. Les allusions que vous faisiez en disant ça. Il y en a plusieurs. Monsieur l'archevêque Fidèle Yeyi Diakalakala, coordonnateur de la coalition interconfessionnelle pour la nation congolaise, que répondez-vous alors à ceux qui pensent que l'on passe le temps à parler Senko et CC au moment où votre plateforme confessionnelle passe inaperçue? Pourtant, vous avez le même répondant, les institutions congolaises. Vous savez, il faudrait que les gens sachent que la Senko, les CC, ainsi que la plateforme de confession religieuse sont des grandes mégastructures qui ont une histoire très élaborée dans notre nation, et nous pensons que c'est un peu normal que les gens un peu plus parlent. Mais je pense aussi qu'il y a eu je pense que la CIN, la coalition interconfessionnelle pour la nation, n'a pas suffisamment fait parler d'elle. Elle est un peu restée en arrière, et c'est peut-être pour ça que en ce qui concerne le dialogue, on parle plus de la SENCO, on parle plus de l'ECC, on parle plus de la plateforme de confession religieuse, alors que toutes les institutions de notre pays, que ce soit la présidence, le Parlement, le Sénat, que ce soit les organisations internationales, l'ONU, MONUSCO, tout le monde connaissent qu'est-ce que la coalition interconfessionnelle pour la nation. Je pense que c'est nous qui n'avons pas suffisamment communiqué, et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons pris le devant pour être pleinement devant les médias, pour que le peuple congolais et la communauté internationale qui n'était pas au courant sache qu'il y a 3 grandes plateformes confessionnelles engagées dans la médiation pour le dialogue. Il y a d'une part l'alliance SENCO-ECC, de l'autre part la plateforme de confession religieuse avec la CIME, et de l'autre part il y a la coalition interconfessionnelle qui est une méga plateforme religieuse qui regroupe en elle des confessions religieuses fonctionnant en RDC et ayant la reconnaissance de l'État congolais, mais qui ne fait partie ni de la coalition ECC-SENCO, ni de la plateforme de confession religieuse. Parce que vous devez savoir que notre pays est un pays laïque, donc il y a plusieurs confessions qui dans notre pays. Et dans ce cadre-là, en tant que médiateur pour la médiation, serez-vous prêt à rencontrer Moïse Katumbi Chapwe, Joseph Kabila Kabange, Corneille Nanga Yobelu? Vous savez, le médiateur, c'est un arbitre. Et c'est comme hier, on a vu le match avant-hier, je voulais dire, le match de Botswana avec les léopards. Les léopards. Donc, vous voyez, l'arbitre, il est au milieu. Vous voyez, l'arbitre, il est au milieu, et je pense que c'est ça le rôle du médiateur. Nous, en tant que médiateurs, que ce soit ceux qui sont de la SENCO-ECC, que ce soit ceux qui sont de la plateforme de confession religieuse ou ceux de la CIN, nous sommes des médiateurs. Et en tant que médiateurs, notre responsabilité est d'être en contact avec toutes les parties prenantes. Vous savez, l'arbitre fait son rôle et les joueurs font leur rôle.
Vous voyez, je ne peux pas dire qu'il n'y aura jamais des tentatives de corrompre les médiateurs. Et après, il y a catégoriser comme bon, je voulais dire ceci. Je ne peux pas dire qu'il ne peut pas y avoir des tentatives pour corrompre la morale des médiateurs, mais je pense que les médiateurs qui sont engagés dans cette affaire de dialogue sont des personnes qui ont une certaine hauteur, une très haute hauteur, surtout en termes de patriotisme, et ce sont les intérêts du Congo qui priment. Donc si nous allons être en contact avec la majorité au pouvoir, ou soit avec tous ces autres que vous avez cités, des opposants majeurs et personnalités politiques influentes de notre nation, nous le ferons. D'ailleurs, nous, la CIN, nous sommes déjà engagés dans ça. Il n'y a pas longtemps, nous étions, nous n'avons pas eu froid au dos, aux yeux, d'aller voir, rencontrer la SENCO et les CC pendant que les gens étaient en train de décrier. Nous l'avons fait parce que nous avions dit que c'était important que nous puissions nous mettre ensemble et échanger. Nous étions avec le président Jean-Marc Abound, que nous avons eu à visiter, et avec qui nous avons eu des moments d'échange très pertinents sur la question du dialogue. Dernièrement, nous étions avec l'honorable Faïlou, qui nous a reçu à son bureau de Faden House. Nous avons passé des bons moments. Donc, nous sommes engagés dans cette dynamique de médiation, et là où la médiation nous amènera, au nom du Congo, pour le Congo et pour les intérêts surtout du Congo, nous le ferons. L'avant-dernière question, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur la toile. D'aucuns voudraient savoir si ce dialogue inclusif va résoudre quel type de crise? Je pense que le dialogue inclusif va résoudre, comme je l'ai dit, les crises et surtout les situations pertinentes qui n'ont pas été traitées à Doha comme à Washington. Et je vais encore revenir sur ça. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des crises dans notre pays. Parlons des crises intercommunautaires. Il y a des crises profondes intercommunautaires. La question du tribalisme aujourd'hui, c'est une question pertinente dans notre nation. Où il y a des contrées, quand on entend que vous êtes de telle province, c'est un problème. Comment un Congolais peut se sentir en danger dans son propre pays? Pas en danger parce qu'il est menacé par des étrangers, mais en danger parce qu'il n'est pas accepté par ses propres frères. Ces situations, nous avons vu ces situations intercommunautaires surgir avec l'histoire de Mobondo. Hier, Mobondo était considéré comme une milice. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre, c'est pas confirmé, mais il y a des ramifications on entend qu'il y a des ramifications politiques derrière. Il y a elle est considérée pratiquement comme une rébellion. Donc, c'est-à-dire que ces crises intercommunautaires, quand elles ne sont pas bien traitées, quand elles ne sont pas bien gérées, elles deviennent des opportunités pour les ennemis internes et extérieurs de notre nation. Donc, pour moi, je pense que le dialogue vient pour traiter de la profondeur de tous ces problèmes-là qui n'ont pas été traités à Doha et qui n'ont pas été traités à Washington. L'archevêque souverain fidèle Yéhi Diakalakala, coordonnateur de la coalition interconfessionnelle pour la nation congolaise, en tant que Moussa Nzambe, nous sommes en plein 2026. Vous trouvez que ce Congo, avec le peuple congolais, qui va continuer à gémir, ou bien ce peuple ne verra plus les ennemis du Congo comme ce fut le cas avec Israël à la traversée de la mer Rouge? Merci pour votre question. Je pense que j'ai beaucoup aimé une phrase que le chef de l'État a dit lors du discours sur l'état de la nation. Voilà, sur l'état de la nation.
il a dit les ténèbres ne régneront plus. Et moi, je suivais à la télé, j'ai aimé cette parole parce que c'est une parole de l'Écriture. Les ténèbres ne régneront pas toujours. En tant qu'homme de Dieu, je dois croire dans la parole de Dieu, mais surtout, vu que c'est une parole qui est proclamée par la haute autorité politique de notre nation, je pense que l'Éternel qui donne aux uns et aux autres le pouvoir de diriger a inspiré cette parole. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que haute personnalité sacerdotale de notre nation, je ne peux que déclarer cette parole. Je crois qu'en 2026, les ténèbres ne régneront plus toujours au Congo. C'est-à-dire, nous croyons que Dieu va trouver une solution pour nous au travers de tous les efforts qui sont en train d'être faits, les accords de Doha, les accords de Washington, le dialogue inclusif s'il est convoqué par le chef de l'État, les actions du gouvernement, l'implication de tout le peuple congolais, le travail des opposants. Je pense que c'est dans cette convergence mutuelle que Dieu va travailler pour que les ténèbres qui régnaient sur cette nation puissent se dissiper et que la lumière paraisse. Merci. Archevêque souverain fidèle Yei Kalakala, coordonnateur de la coalition interconfessionnelle pour la nation congolaise, Tokobiangisa yo awa poto ya kokondolango totondio. Merci. Bunda poete Congo elonga. Nos voeux le meilleur à vous tous. Na kombo ya Daniel Chisungu, Firandongala, Guillaume Mubenga, mingi bino ba yeboze kotambola na bendela ntomba Congo na mitema na bino, François Mukanda atondi bino. Bonne et heureuse année à tous. Tokutani Mbalasi.